L'origine de la vie est l'un des plus grands mystères existants. De nombreuses révolutions scientifiques ont permis de grands bonds en avant. Nous savons aujourd'hui comment fonctionnent les êtres vivants, et nous pouvons retracer tout l'historique de la vie jusqu'aux premiers instants de la Terre. Pourtant, une question nous échappe encore. D'où vient la vie? Si, malgré tous nos progrès, nous ne pouvons toujours pas identifier l'origine de la vie sur Terre, alors peut-être est-il temps d'élargir nos horizons et de se poser la question: et si la vie venait d'ailleurs? Depuis l'Antiquité, les observateurs du ciel et autres penseurs s'interrogent sur l'origine de la vie et la singularité de notre monde. Il y a 2500 ans, le philosophe grec Anaxagore pensait que les graines de la vie devaient exister absolument partout. D'autres philosophes comme Aristote déduisaient que d'après le nombre extrêmement élevé d'étoiles dans le ciel, il devait forcément y avoir d'autres planètes inconnues et qu'elles devaient probablement abriter des êtres vivants. Cette conjecture a persisté tout au long de l'histoire, sans jamais pouvoir être prouvée, mais restant sérieusement considérée par de nombreux scientifiques dont Lord Kelvin, Helmholtz, Hoyle ou encore Hawking. Malgré cela, l'hypothèse majoritairement acceptée par la science aujourd'hui est que la vie terrestre est apparue sur Terre. Cependant, ce consensus commence un peu à s'effriter et risque de ne pas survivre au progrès des prochaines années. Prenez donc place pour la deuxième vidéo du Darwiniste et préparez-vous un voyage à travers le temps et l'espace à la recherche de l'origine de la vie. Et si ce thème vous intéresse, alors n'hésitez pas à suivre la chaîne pour prendre part à notre série d'aventures. Afin de travailler méthodiquement, nous allons commencer par retracer l'origine de la vie sur Terre. Puis nous partirons dans l'espace à la découverte de la panspermie pour répondre à l'antique question: et si la vie venait d'ailleurs? Commençons par rappeler que la totalité des êtres aujourd'hui vivants sont tous issus du long processus de l'évolution et de la sélection naturelle, mais qu'à la base nous descendons tous d'un ancêtre commun universel. Le dernier ancêtre commun universel, appelé LUCA en anglais, était un organisme cellulaire suffisamment complexe qui a donné naissance, grâce aux mutations et à la sélection naturelle, aux bactéries, aux archées et aux eucaryotes dont descendent toutes les formes de vie qui cohabitent avec nous aujourd'hui. Mais LUCA n'est pas à l'origine de la vie. Il est lui-même le produit de l'évolution de plus anciennes formes de vie aujourd'hui disparues, mais dont on peut retracer l'existence jusqu'à plus de 3,5 milliards d'années. Nous ignorons donc encore d'où vient la vie sur Terre, mis à part en admettant qu'elle est apparue spontanément, ce dont certains se satisfont aujourd'hui. Cependant, les nouvelles découvertes d'exoplanètes, les analyses de météorites et les expérimentations sur les formes de vie extrémophiles suggèrent que la vie a une histoire encore plus ancienne et complexe. Il y a 4 milliards d'années, un astéroïde se rapproche de la Terre. Emprisonnés dans son cœur, se trouvent des micro-organismes en état de sommeil depuis des millions d'années. L'astéroïde se fragmente alors dans l'atmosphère, dispersant des milliers de débris à la surface de la planète et dans les océans. Très rapidement, les micro-organismes furent libérés grâce à l'action de l'eau sur les éclats d'astéroïdes. Certains ne survivirent pas au voyage, d'autres périrent durant la rentrée atmosphérique, mais ceux désormais libres s'adaptèrent à l'environnement de la jeune Terre. Et quelques millions d'années plus tard, ce sont des milliers de micro-organismes différents qui peuplèrent les océans terrestres, soumis aux aléas de la mutation génétique et de la sélection naturelle. Voici un récit décrivant l'origine de la vie sur Terre grâce à la panspermie et qui marquerait ainsi le début du processus du développement de la vie terrienne. Rentrons maintenant dans les détails de cette conjecture. La panspermie fonctionne de la manière suivante. Tout d'abord, un astre porteur de vie projette une fraction de ses représentants dans l'espace. Cette projection peut être due à une éjection planétaire telle qu'un volcan, un geyser ou un impact d'astéroïde qui fait remonter la matière de la planète hors de son champ gravitationnel. Ensuite, les micro-organismes errent dans l'espace portés par l'inertie de leur projection. Cela peut durer de quelques jours pour s'écraser sur une lune ou à une planète voisine, jusqu'à plusieurs millions d'années pour atteindre une planète d'un autre système solaire. Pour finir, il pénètre l'atmosphère ou la surface de son nouveau monde, s'y adapte et se développe autant que rendu possible par les conditions d'habitabilité. La théorie de la panspermie a cependant plusieurs variantes. Il est par exemple imaginable que la diffusion de la vie d'une planète à une autre ne soit pas naturelle, mais plutôt volontaire, par exemple par l'action d'une civilisation voulant diffuser la vie sur d'autres mondes pour par exemple assurer la survie de leur espèce. Elle peut tout aussi être accidentelle, par exemple un vaisseau ou une sonde extraterrestre contaminant une planète lors d'une mission d'exploration. On pourrait aussi penser à une panspermie d'origine stellaire, c'est-à-dire que la nébuleuse planétaire à partir de laquelle se forment les planètes d'un système solaire comporte tous les éléments nécessaires à l'apparition de la vie,
et par conséquent, tous les astres résultant de cette nébuleuse seraient en capacité de faire apparaître la vie. C'est d'ailleurs peut-être ce qui s'est passé pour notre système solaire, comme nous allons le voir tout de suite. Nathalie Kebrough est une scientifique française qui a participé à la mission d'exploration robotique de Mars par la NASA, tout en étant elle-même une exploratrice de l'extrême qui se rend dans les lieux où la survie est la plus hardcore, de sorte à y trouver des organismes extrémophiles et les étudier. Ces travaux ont permis de relativiser la fragilité de la vie en démontrant que de nombreux êtres vivants peuvent s'adapter et survivre sur le long terme dans des environnements considérés comme étant hostiles à la vie, tels que la haute pression, les températures extrêmement hautes ou basses, et l'absence de lumière et même de nourriture. Encore plus fou, des astronautes de la Station spatiale internationale ont exposé des organismes vivants au vide spatial pendant de très longues périodes, et la majorité d'entre eux ont survécu. Vous connaissez le tardigrade? Cette petite créature fait également partie de ces indices, démontrant qu'une grande variété d'êtres vivants sont capables de survivre à un long voyage dans l'espace. Récemment, l'analyse de certaines météorites a mis en évidence la présence de toutes les briques élémentaires pour fabriquer la vie. Alors attention, cela ne veut pas dire que la vie a été découverte sur ces météorites, mais plutôt que ces météorites transportaient avec elles dans l'espace tous les ingrédients pour cuisiner la vie. Il y a 2 à 3 milliards d'années, Mars était recouverte par des océans d'eau liquide et baignait dans une atmosphère bien plus épaisse que celle actuelle. Il y a donc fort à parier qu'elle était à ce moment-là le reflet de la Terre, et par conséquent que ces océans et forêts grouillaient probablement de vie comme notre planète aujourd'hui. En s'aventurant un peu plus loin, on peut également observer que les lunes glacées de Jupiter et Saturne cachent des secrets dont la révélation répondrait à toutes nos questions sur la vie. Effectivement, plusieurs d'entre elles, telles que Europe ou Encelade, possèdent un gigantesque océan d'eau liquide caché sous l'épais manteau de glace qui la sépare du vide spatial. La sonde Cassini a eu l'occasion d'effectuer un vol à travers l'un des geysers d'Encelade, confirmant qu'il s'agissait bien d'eau, et découvrant en plus la présence de molécules organiques complexes dans l'eau. Et ces 3 mots, molécules organiques complexes, c'est à peu près littéralement l'étape qui précède la découverte de la vie. Car entre une molécule organique complexe et un micro-organisme vivant, eh bien, il n'y a qu'un pas. Le dernier indice se trouve à quelques années-lumière dans plusieurs des systèmes solaires de notre galaxie. Parmi les milliers d'exoplanètes découvertes à ce jour, quelques dizaines sont adaptées à la survie de la vie telle qu'on la connaît. Et quelques-uns de ces mondes sont même d'un intérêt extrêmement élevé pour la découverte de formes de vie dans les années à venir, et feront donc l'objet d'une vidéo spéciale. Comme nous venons de le voir, il existe une multitude d'indices suggérant l'existence de vie ailleurs que sur la Terre, et à toutes les échelles de distance. C'est précisément ce point qui renforce la théorie de la panspermie. À partir des éléments précédemment cités, on peut imaginer comment la vie aurait pu se propager dans notre système solaire et même dans la galaxie. Dans le cas d'une panspermie interplanétaire, on pourrait supposer que la vie serait d'abord apparue sur Terre, car il s'agit de la planète la plus centrée dans la zone habitable de notre système solaire, puis qu'à la suite d'une éruption volcanique ou d'un impact d'astéroïdes, de jeunes micro-organismes se soient fait éjecter et auraient fini leur course sur Mars et Vénus. Nos 3 planètes auraient alors abrité la vie en simultané il y a quelques milliards d'années, et depuis, seule la Terre aurait réussi à la conserver avec succès. Un autre exemple de panspermie dans notre système solaire est la panspermie lunaire entre les lunes des géantes gazeuses. En effet, plusieurs de ces lunes glacées possèdent des océans d'eau liquide et abritent probablement la vie. Il est alors possible que certaines lunes, comme Encelade, puissent éjecter grâce à leurs geysers des micro-organismes dans l'espace, et que ces derniers finissent par se poser sur d'autres lunes comme Titan. On pourrait alors retrouver des traces de vie sur toutes les lunes de Saturne simplement car l'une d'entre elles a contaminé toutes les autres. Enfin, il y a la panspermie galactique. Dans ce scénario, des astéroïdes comme Umaima seraient en mesure de transporter des organismes vivants en état de veille sur des distances de plusieurs années-lumière pour essaimer la vie à travers toute une région de la galaxie. Mais si la vie se diffuse à travers tout l'univers, la question de son origine reste entière. Quelle est dans ce cas l'origine universelle de toutes les formes de vie dans l'univers? Et n'y a-t-il qu'une seule origine d'ailleurs, ou plusieurs, à travers l'univers? Ce problème est celui qu'on appelle l'origine universelle de la vie. Il est tout à fait possible que la vie soit apparue spontanément sur la Terre et se soit ensuite propagée dans le système solaire. Ou bien peut-être est-ce sur Mars que la vie a commencé, et elle aurait ensuite atteint la Terre et les lunes glacées de Jupiter et Saturne.
Ou encore peut-on imaginer que la vie est apparue sur une ancienne planète à quelques années-lumière et qu'elle s'est propagée en peu de temps dans toute cette région de la galaxie, nous y compris? Comme nous venons de le voir, la panspermie n'est pas une théorie qui donne une réponse fixe et définitive à l'origine de la vie, mais qui au contraire ouvre tout un horizon de possibilités compatibles et cohérents avec les découvertes exoplanétaires et biologiques actuelles. Et c'est d'ailleurs bien pour cette raison que la théorie de la panspermie gagne en popularité et a des chances de s'imposer dans les années à venir comme la nouvelle explication principale à l'origine de la vie sur Terre.